Bonjour à vous tous et vous toutes. Je remercie beaucoup les organisateurs de ce colloque de nous avoir invités. Et je trouve que le titre évoque parfaitement, votre titre, parfaitement les changements à l'œuvre qui existent depuis bien avant la loi de 2007, de la gestion budgétaire à l'accompagnement familial. Comment ce processus s'est-il opéré et quels ont été les mécanismes à l'œuvre pour parcourir ce chemin? Schématiquement, je vais essayer de vous faire un petit focus sur l'histoire de la TPSE, donc de la gestion financière, à la MJA-GBF. Cependant, de cette histoire, il nous reste encore des stigmates, des traces que nous combattons chaque jour, que vous combattez chaque jour, et qui perdurent encore dans les mémoires. D'ailleurs, le fait que vous intituliez ce colloque de la gestion budgétaire à l'accompagnement familial prouve qu'il y a encore dans l'inconscient la question de la gestion qui est prégnante. Car le contrôle des allocations familiales existe depuis leur création. Et en fait, certains patrons arguaient qu'elles ne seraient pas bien utilisées pour élever les enfants, mais pour d'autres dépenses comme l'alcool. Mais encore très récemment, notre ministre de l'Éducation nationale a eu cette petite intervention médiatique parfaitement sur la question des écrans plats. Voilà, l'utilisation des aides par la famille les plus modestes est toujours commentée. Alors que les études de la CAF prouvent que les personnes en situation de pauvreté ou de précarité n'achètent pas plus d'écrans plats avec l'allocation, ça la CAF l'a bien démontré dans ses études, voire même les distributeurs, boulangers, Darty, tout ça, expliquent qu'il n'y a pas plus de ventes d'écrans plats à cette période. Cependant, on continue de l'affirmer, et ça se dit régulièrement un peu dans tous les médias. Pour comprendre ce phénomène, je vous invite à lire Denis Colombi, qui est sociologue et professeur de sciences économiques, et qui a fait un livre qui s'intitule « Où va l'argent des pauvres ?» aux éditions Payot en 2020. Il l'explique ainsi, c'est pas, enfin, voilà, je reprends ses propos. C'est d'abord une stratégie de communication politique. On veut envoyer un message pour satisfaire un électorat, plutôt que de s'inquiéter de la pauvreté. En fait, l'argent des pauvres est une question qui fait toujours réagir les riches parce qu'elle est fortement morale et moralisatrice. Les personnes politiques ont une évaluation positive de l'argent quand elle est gérée par les riches. Ce qui est sous-entendu, c'est que les pauvres sont incapables de gérer leur argent et que c'est la raison de leur pauvreté. Ceci explique les inégalités. Cette gestion est d'autant plus scrutée qu'il s'agit d'aide. On ne voit pas cet argent comme le leur, mais comme notre argent à tous, puisqu'il s'agit de la redistribution. Tout le monde s'autorise donc à avoir un avis sur cette utilisation et pense être le mieux placé pour savoir comment l'utiliser. Ainsi, les personnes qui tiennent ce type de discours veulent que cet argent soit utilisé comme ils l'ont prévu. Ils ne doivent pas avoir de loisirs ni d'objets ostentatoires. Cette question du contrôle des aides reste donc fortement d'actualité, même encore en 2021, même si lors de la loi du 5 mars 2007 instituant la mesure d'AGBF, il n'est plus fait mention de défaillance parentale, mais cette idée encore debout reste. On va revenir un petit peu sur l'histoire. Pourquoi ça reste? À la fin des années 30, donc vous voyez, c'est pas d'hier, des décrets réglementent le versement des PF suivant l'intérêt de l'enfant. Et comme disait M. Rosenzweig, l'intérêt de l'enfant, c'est assez fumeux. Et à ce moment-là, des services sont créés pour se substituer aux parents défaillants. En 1940, un décret institue une distinction entre l'allocataire et l'attributaire, et on confie donc cet argent à un service social, et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit la création de tuteurs aux allocations familiales. En 1946, des textes, enfin une loi et un décret reprennent les fondamentaux des précédents textes et en confient la compétence au juge des enfants
suite à la création des tribunaux des enfants qui ont été institués en 1942. Et à ce moment-là, c'est la tutelle aux prestations familiales qui tend essentiellement à sauvegarder les intérêts fondamentaux de l'enfant. Ce n'est pas les intérêts supérieurs, mais maintenant c'est les intérêts fondamentaux de l'enfant, victime d'un détournement des allocations familiales par des parents indignes ou simplement déficients ou incapables. La tutelle aux prestations familiales, en mettant l'accent sur l'indignité d'un nombre restreint de parents, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va mettre le focus sur un nombre restreint de parents. On est en 1942, je vous rappelle quand même, on est travail, famille, patrie. Et donc en mettant l'accent sur ces parents indignes, on va justifier la nécessaire redistribution à tous ces autres bons parents. Donc en fait, la tutelle, elle va être là pour conforter la politique familiale de cette époque et dire, bah, vous voyez quand même les mauvais parents, on les suit, on les contraint, on les organise. Malheureusement, cette instrumentalisation aura des conséquences importantes sur l'image de ce dispositif. À partir des années 50, en fait, les formations au travail social vont évoluer après-guerre vers une approche de plus en plus psychologique. Et la dimension matérielle et financière des difficultés des familles passe au second plan, voire ne sont pas prises en compte. Ainsi, il n'est pas encore rare que le délégué soit considéré comme un gestionnaire et qu'il ne soit pas associé par les autres professionnels à témoigner de ses compétences et de son analyse de fonctionnement familiaux à travers la gestion du budget familial. C'est pas uniquement de la gestion, c'est aussi sa capacité d'analyse et sa capacité d'observer le fonctionnement familial qui sont au-delà de la question de la gestion. Mais il n'est pas rare, vu la question psychologisante aujourd'hui très développée dans les formations de travailleurs sociaux, que ces compétences ne soient pas partagées. De plus en plus, les parents sont les parents à ce moment-là considérés comme défaillants. Je vous rappelle qu'on est juste après-guerre. Les parents sont considérés comme défaillants, voire indignes, au mieux déficients ou incapables. À ce moment-là, l'influence donc de facteurs extérieurs comme l'environnement social, on est quand même après-guerre, les difficultés de logement, je veux dire tout ce qui a pu surgir après la guerre, les difficultés économiques, tout ça, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas une observation sociale et on va avoir une observation, je veux dire, sur la défaillance ou sur les problèmes psychologiques. Et je veux dire, toute la question environnementale n'est pas prise en compte. En 1966 et donc en 1960, la loi de 66 et le décret de 69 va instituer ce qu'on appelle la TPS. E et A, les deux, parce que cette loi, elle va faire à la fois pour les adultes et pour les enfants. Elle sera inscrite dans le Code de la sécurité sociale, ce qui paraît logique à l'époque, dans un souci de cohérence, puisque les prestations visées relèvent de ce code. Alors, on reprend quand même les idées directrices des précédentes lois, réprimer la mauvaise utilisation des prestations familiales, mais à cette époque-là, on y ajoute quand même une dimension d'aide éducative. On y arrive doucement. Mais le maintien du mot tutelle, comme disait M. Rosenzweig, ça renvoie à la tutelle des majeurs protégés et ça ne manque pas de provoquer des confusions dans lesquelles on s'est quand même beaucoup battu. Ça va provoquer à la fois des confusions mais aussi des malentendus. Sur le terrain, la nécessité de rappeler cette distinction s'impose encore parfois. Notamment par rapport à, je veux dire, certains, partenaires qui sont des administrations ou qui sont des banques ou qui sont des... Voilà, on est obligé de rappeler que ce sont les allocations familiales qui sont gérées. C'est pas que les personnes gardent leur capacité juridique. Ainsi, le délégué dans sa pratique professionnelle accompagne la famille dans la recherche d'un équilibre qui n'est pas exclusivement budgétaire.
Il aborde les différentes facettes de la vie quotidienne et participe au maintien des liens familiaux et à la cohérence et à la cohésion sociale. En fait, la réforme de la protection de l'enfance va favoriser la mobilisation pour aboutir le 5 mars à la création de la MJA-GBF. J'avoue qu'on ne nous a pas doté non plus d'un titre facile. Il a fallu quand même s'entraîner des heures devant la glace pour arriver à prononcer ce mot, enfin cette traduction. Et puis j'avoue que c'est pas facile non plus d'avoir une communication autour de la MJA-GBF. Voilà. En fait, c'était absolument nécessaire de revoir quand même ce dispositif parce que les familles, elles avaient évolué au fil des années. Il y avait moins d'enfants, enfin le nombre d'enfants était moins important. Le surendettement à la consommation, au logement. Les logements ont particulièrement augmenté aussi. Et puis il y a eu toute la question, à un moment donné, dans les années 90, de faire miroiter aux familles qu'elles pouvaient acheter une petite maison au fin fond de la banlieue profonde. Et puis on n'a pas vu qu'il fallait 2 voitures, qu'il n'y avait pas de système de cantine, qu'il n'y avait pas de système de garde. Donc la maman a été obligée de s'arrêter de travailler majoritairement, et du coup il n'y avait plus qu'un seul salaire, et que du coup pour payer la maison ça devenait extrêmement compliqué. Enfin, il y a eu des tas de systèmes comme ça qui se sont mis en place, et les familles avaient vraiment évolué. Et on avait aussi des niveaux de formation qui si à une époque on avait besoin de beaucoup de monde qui donnait son travail à la force des bras, de moins en moins on avait besoin, j'allais dire, de personnes non qualifiées. Et donc on s'est retrouvé aussi avec des gens mis un peu sur le bord de la route, qui n'avaient plus une facilité d'accès au travail. Et puis on a eu l'apparition énorme de foyers monoparentaux, et puis des problèmes de santé, des problèmes de divorce, etc., etc. Donc les familles ont beaucoup évolué, et cette loi du 5 mars, elle était donc l'aboutissement d'une longue mutation. En inscrivant cette mesure dans le champ de la protection de l'enfance, du coup le mot tutelle disparaissait au profit de la reconnaissance de l'action éducative, et on imaginait que ça allait enfin nous débarrasser aussi de la confusion avec la mesure de protection des majeurs. La manière dont les familles dépensent leur argent, qui est un vecteur aussi de communication sociale, c'est le reflet de leurs échanges à l'intérieur et à l'extérieur, et ça peut caractériser aussi un statut. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas uniquement comment je m'organise, mais c'est aussi comment je me présente à la société, comment je m'intègre dans une société de consommation ou pas, qu'est-ce que je montre de moi-même, comment est-ce que je montre mes enfants. Enfin, je veux dire, c'est un vecteur de communication, c'est pas uniquement un vecteur pour manger, pour s'habiller, etc. Et cet argent est donc lié au fonctionnement du système familial. En plus, l'inscription de la GBF dans le Code civil est inscrite aussi dans le chapitre consacré à l'autorité parentale, et ça, c'est pas neutre. En effet, la mesure doit logiquement s'inscrire dans un processus judiciaire, donc c'est au juge qui est garant des droits et des libertés, mais le fait que ça soit aussi dans le chapitre de l'autorité parentale, on est bien là à s'adresser à des parents dans la question de leur autorité parentale sur le soutien et l'accompagnement de leurs enfants. On s'adresse plus à des parents indignes, défaillants, ou j'allais dire, c'est vraiment, on est dans la question de l'autorité parentale. En plus, cette dimension éducative dans laquelle nous sommes maintenant inscrits, elle est fondée sur la maîtrise de l'argent qui irrigue le fonctionnement des familles. En fait, Thierry Fossier, lors d'un forum du CNDPF, nous indiquait que la mesure AGBF fonde son efficacité en s'appuyant sur les capacités d'évolution et de changement de la famille. Elle engage cette famille à comprendre, à analyser, à modifier son comportement dans l'intérêt de l'enfant. La mesure, elle s'inscrit maintenant dans le champ du soutien à la fonction parentale.
L'objectif est d'aider les parents dans l'exercice de l'autorité parentale, d'expliquer, de rassurer, de favoriser leur prise de conscience, de rendre possible leur réflexion. En fait, il s'agit de protéger l'enfant en soutenant les parents. De nombreux professionnels semblent méconnaître cette mesure ou ignorer la mission du DPF. D'ailleurs, lorsque j'étais directrice d'un service d'AGBF, on avait fait, dans le cadre de notre évaluation interne, on avait interrogé nos partenaires, et les personnes nouvellement formées déjà se demandaient ce que c'était la MJAGBF, mais les personnes anciennement formées disaient « Ah oui, la TPSE ». Et on avait un mal fou, et je vous parle de ça il y a, 5-6 ans, quand on a fait... c'est-à-dire qu'on a un mal fou à se dégager de cette TPSE qui colle encore un peu à la peau, et les gens disent « Oui, la tutelle ». Et alors, les nouvellement formés, ils ne nous connaissent pas du tout, parce que AGBF, c'est absolument pas indiqué dans les formations de travailleurs sociaux. Comme ça va plus vite. Donc, de nombreux professionnels ignorent encore la mesure de DPF, et la MJAGBF n'est pas assez abordée dans les formations de travailleurs sociaux initiales. Nous constatons qu'elle est souvent absente des schémas départementaux enfance-famille, ce qui contribue à son manque de visibilité sur les territoires, notamment sur les unités d'action sociale, à l'aide sociale à l'enfance, qui peuvent être des prescripteurs, mais aussi à l'éducation nationale et parfois pour le personnel hospitalier, qui eux aussi peuvent observer des enfants qui arrivent dans des conditions difficiles. Par ailleurs, notre action est souvent mal comprise et peut susciter des interrogations quant à sa finalité. Souvent, la question sensible de la gestion de l'argent, ça peut être assimilé à tort à une confiscation des allocations familiales ou à une mesure de protection. C'est pour ça qu'en fait, on a eu le souhait, avec l'UNAF, de travailler sur un référentiel. En plus, je voudrais juste refaire un point, parce que effectivement aussi on observe dans de nombreux départements une confusion entre les dispositifs destinés à la protection de l'enfance, la mesure AESF ou la mesure AGBF, à ceux propres à l'adulte en danger du fait de leur difficulté à gérer les prestations sociales, et notamment la MASP. Cette dernière est parfois utilisée, moi je le vois en Seine-et-Marne par exemple, cette mesure de MASP est parfois utilisée aux fins de protection de l'enfance, sans en avoir ni le mandat ni l'expertise pour soutenir les parents et défendre les besoins de l'enfant. Donc, le souhait du CNDPF et notre travail aussi, c'est je pense que ça doit être aussi un souhait des UDAF, de l'URAF et des UNAF, c'est d'inscrire la mesure judiciaire d'AGBF dans le champ de l'assistance éducative, mais de l'inscrire véritablement dans les schémas départementaux de protection de l'enfance et d'en améliorer son repérage par les travailleurs sociaux. D'où l'importance de donner des repères pour exercer au mieux cette mesure et permettre sa reconnaissance. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, est-ce que ça vous convient ? Alors, nous en sommes donc à la nécessité de donner des repères aux travailleurs sociaux et d'éviter qu'il y ait des confusions entre la masse, et puis qu'en fait on puisse donner à voir ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire et ce que nous aimerions faire. Donc c'était pour ça qu'en fait le CNDPF et le réseau UDAF, qui sont deux acteurs majeurs véritablement dans la mise en œuvre de la GBF, on a eu envie de collaborer pour améliorer la visibilité de la mesure AGBF et promouvoir cette mesure. Juste avant le confinement, ça nous a pris un peu, on ne savait pas qu'on allait être confinés, mais juste avant le confinement, on s'est donc réunis pour envisager un travail commun et en fait on avait deux pistes, celui d'organiser une recherche sur la pratique de la GBF
et les besoins des familles, et puis celui de rédiger un référentiel de pratique pour les délégués aux prestations familiales. On a plutôt retenu la deuxième solution, ce qui ne veut pas dire que la première piste est abandonnée, mais pour l'instant, un travail à la fois. La démarche, alors donc, on a travaillé en petits groupes restreints au tout début des années 2020, et puis le confinement est arrivé. Et donc, on a travaillé un peu en visio, on s'est envoyé les documents, on a raturé, recommencé, cherché. Enfin, donc, ça a été pas forcément aisé compte tenu de la crise sanitaire. C'était important pour nous aussi, à la fois pour le CNDPF et à la fois pour l'UNAF, de pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui nous étaient régulièrement transmises et qu'on pouvait retrouver à l'intérieur de ce document. Notamment, par exemple, la question relative au secret professionnel ou la place faite à l'observation de l'enfant. Enfin, un certain nombre de questions nous remontaient, et donc nous, on voulait, à travers ce référentiel, que les choses puissent, en tout cas, donner à voir. Voilà. On voulait aussi rappeler la spécificité de la GBF et de clarifier son articulation avec l'AESF. Et puis, effectivement, nous voulions rappeler la particularité de cet accompagnement qui partait du budget familial, mais pas que, et qui travaillait notamment sur les conditions matérielles d'existence pour construire une action de protection de l'enfance, apporter un soutien à la parentalité dans l'optique d'une réponse aux besoins fondamentaux de l'enfant. Alors, pour élaborer cet outil, nous avons eu pas mal d'exemples. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont déjà beaucoup réfléchi. Donc, on est parti sur beaucoup de documents. On a travaillé aussi à partir des recommandations de bonnes pratiques, du livret du CNAEMO dont vous parlera probablement mon collègue Philippe Boucchio tout à l'heure, du travail qu'on avait aussi mené avec le CNAEMO sur la collaboration, la coopération avec les mesures de milieu ouvert. Et puis, on a travaillé aussi à partir de documents de l'UDAF et des notes de synthèse qu'on avait transmises à Madame Guédan qui était à l'époque à l'IGAS et qui travaillait sur une démarche de consensus sur les interventions en protection de l'enfant au domicile des familles. Et donc, et le CNDPF et l'UNAF avaient été entendus justement sur quelle était la valeur ajoutée de la GBF. Voilà, on a travaillé évidemment en groupe, comme je vous le disais, malgré le confinement, et puis nous avons été en mesure de fournir un document que je pense vous avez tous eu. Voilà. Et voilà, et nous aimerions dresser dans les semaines à venir un premier bilan de son utilisation, en sachant que ce référentiel pouvait être utilisé à notre idée dans plusieurs cas de figure, comme une aide à l'analyse professionnelle, comme un support à la rédaction de documents tels que projets de service, DIPC, etc., etc., mais aussi comme un document d'accueil pour les nouveaux salariés, puis comme un support de formation, voire comme un document qu'on peut transmettre aussi à nos partenaires pour qu'ils comprennent un peu mieux ce que nous savons faire. Voilà, en fait, il nous semble aussi que ça peut être un bon outil de communication et que ça peut montrer aussi la diversité de nos actions. Alors évidemment, dans ce référentiel, enfin, je pense qu'on l'a bien dit et bien écrit, il n'est pas question de tout faire, mais et je rejoindrai là Monsieur Rosenzweig, un référentiel, c'est pas un guidane, c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir. On est très attentifs, nous, à ce que les gens puissent se poser des questions et se dire, ah bah tiens, par exemple, ils indiquent ceci, mais est-ce que c'est possible, pas possible, qu'est-ce que ça veut dire, ça m'amène à quoi, comment est-ce qu'on peut le discuter en équipe, etc. Pour nous, ce référentiel, autant pour l'UNAF que pour le CNDPF, c'est absolument pas, je veux dire, un fil qu'on tient comme ça dans la nuit et qui nous permettrait d'avancer. C'est véritablement un outil à la réflexion.
Et ce qui nous semblait important aussi, parce que en fait, je pense qu'on a tous une idée, par exemple, de l'AMO, on a tous une idée de l'AED, mais après, pour savoir exactement comment les gens travaillent, ce qu'ils font, comment ils s'y prennent, etc., ça nous reste toujours un peu dans le cloud. Ce que je trouvais d'intéressant aussi, moi, en travaillant à ce document, c'était de voir la diversité de nos actions. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne fait pas tout, mais chaque situation peut nous amener à aller picorer, j'allais dire, dans ces actions. Et du coup, je m'apercevais qu'on était véritablement on avait une diversité, et on avait une ouverture sur le monde assez extraordinaire. Voilà, bon, évidemment, j'aime beaucoup cette mesure, donc je ne vais pas en dire le contraire. D'ailleurs, nous serions très heureux d'avoir un retour. Ça va ? J'ai presque fini, hein. D'ailleurs, nous serions très heureux d'avoir un retour sur cet outil, si déjà on peut en avoir aujourd'hui, mais n'hésitez pas aussi par la suite à nous rendre vos avis. Donc vous avez bien vu que ce document, il y a deux parties, une partie plutôt théorique, hein, et puis une seconde partie qui se présente sous la forme d'un tableau et qui est en fait un référentiel de pratique. La seconde partie donc du document est un référentiel à proprement dit, voilà. Il présente chaque étape de l'exercice de la mesure, de la création du dossier administratif à la réception de la décision du juge des enfants jusqu'à la clôture du dossier. Ce document est évidemment, comme je vous l'ai dit, déjà très détaillé, mais il permet de mieux percevoir l'étendue des objectifs et les qualités que nous mettons en œuvre pour mener cet accompagnement familial. Alors, c'est vrai qu'on aimerait aussi une harmonisation des pratiques. Harmonisation, ça ne veut pas dire tout le monde pareil, tout le monde fait la même chose. Hein, bien évidemment, harmoniser, ça veut dire que ça peut être des tonalités différentes, des couleurs différentes, mais en attendant, c'est pas disharmonieux. Voilà, c'est ça que notre propos vise, c'est-à-dire que entre Lille et Marseille, on puisse retrouver une même chanson. Ce qui ne veut pas dire que c'est sur le même ton et que c'est sur le même tempo. Hein. Vous savez très bien qu'on peut faire des arrangements différents en musique. Là, c'est un peu la même chose. Peut-être on a quelques notes, mais on peut faire des arrangements différents. L'important, c'est qu'on y retrouve quand même une même chanson et que les gens qui nous demandent d'intervenir, ils savent quelle chanson on va pouvoir leur chanter. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire ? À partir de cette approche, voilà, on est bien d'accord qu'on initie un travail de soutien à la parentalité, mais que le métier de DPF, bien que conforté par sa culture métier, ou par ses référentiels, ou par des textes consacrés à l'exercice de cette mesure, ce métier requiert, de la part du professionnel, une réflexion éthique forte, en raison des multiples situations complexes qu'il a à gérer. Il doit rechercher l'équilibre permanent entre les besoins fondamentaux de l'enfant, mais aussi l'attente des familles. Il est parfois confronté à des injonctions paradoxales ou à des dilemmes. Par ailleurs, les différents acteurs de la situation peuvent avoir une vision différente ou des intérêts divergents entre eux, avec nous, et même par rapport aux familles accompagnées. Donc l'encadrement juridique, s'il est bien sûr nécessaire, il n'est pas toujours suffisant néanmoins pour garantir la dimension éthique de nos pratiques professionnelles. Entre les principes et leur déclinaison, il y a un espace qui est celui du discernement et de l'intelligence de la situation. Et c'est dans cet espace que se situent les marges de manœuvre des délégués et leur réflexion éthique. Aussi, nous pourrions dire que l'éthique du DPF, c'est un processus de réflexion personnelle et collectif qui vise, dans les situations qui nous appellent à un positionnement normatif, c'est-à-dire qu'il y a quand même une norme, entre guillemets, même si parfois ça nous hérisse le poil, je veux dire, il y a quand même effectivement la question de est-ce que c'est normal ou pas, et je reviendrai justement à ce que disait monsieur aussi Rosenzweig sur ses parents qui vivent dans une voiture, dans une caravane, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, jusqu'où on accepte, jusqu'où on tolère ou pas. Enfin voilà, il y a quand même donc cette question éthique, à prendre une décision respectueuse des droits et des intérêts des parties prenantes de la mesure,
une réflexion éthique aussi de façon à maximiser le bien-être des familles, et une réflexion éthique en suivant un processus de décision transparent et partagé. Donc c'est dans cette dynamique, en fait, c'est dans cet interstice que le CNDPF, en partenariat avec le cabinet Socrate, le cabinet Socrate est un cabinet qui se situe à Aix-les-Bains, je crois, qui est un cabinet de conseil, de formation et d'études spécialisées dans la question de l'éthique professionnelle. Alors avec eux, on a mis en commun nos savoirs et nos compétences, donc le CNDPF et Socrate, pour élaborer une méthode. J'ai terminé. Regardez. Et en plus, vous avez vu, c'est écrit en gros, donc je vous jure, j'ai terminé. Pour tenter de... Là, je fais un petit peu de pub parce que, en fait, le CNDPF, on est en train de travailler sur un livre qui va apparaître en décembre, justement, sur la question éthique. Et la motivation principale de cet ouvrage, c'est pour pousser une aide à l'analyse, pour se dire, tiens, ouais, dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on pourrait le faire, comment on réfléchit ensemble, comment est-ce que, justement, je vais jusqu'où dans la norme ou pas, dans cette analyse ou pas, etc. Et en fait, on est en train de travailler d'arrache-pied pour que ce livre sorte en décembre 2021, lors de notre forum, auquel je vous invite tous à venir. Il faut en profiter. Hein. Voilà, à Nancy, qui sera sur le quotidien de l'enfant, le 2 et le 3 décembre. Voilà, donc ce livre a une finalité essentiellement pratique. Il vise à travers l'analyse de situations emblématiques à développer la culture du métier et surtout en nous questionnant. Voilà, sur ces deux outils qui sont à mon avis le référentiel et l'éthique. Ces deux outils s'adressent également à nos partenaires. C'est déjà pour nous, mais c'est aussi à nos partenaires pour mieux voir ce que nous savons faire, comment nous le faisons, et mieux faire connaître la mesure AGBF. Et je vous remercie de votre patience. Oui, je vais me permettre. Vous m'entendez là? Non. Est-ce qu'il est... Ah faut peut-être que je l'allume. Si, vous m'entendez là? Oui, c'est que j'étais pas assez près. Oui, je voudrais prolonger ton propos, Bérangère, sur deux points. D'une part, dans le référentiel que je trouve effectivement très intéressant, hein, et comme tu dis, c'est un référentiel, donc il doit permettre... C'est pas une norme à suivre, hein, c'est un panel de questions à se poser finalement, et puis c'est un bon guide. Il y a une colonne dans la deuxième partie, c'est outils et documents. Ouais. Et c'est très très bien parce que du coup, ça permet d'avoir comme ça un pense-bête là pour le coup, oui. un répertoire. Et je me disais en protection de l'enfance, on pense souvent les outils et documents du côté. Je pense à ça parce que j'ai travaillé avec des départements sur le projet pour l'enfant. On me disait il faut aussi, en travaillant le PPE, que vous donniez un mode d'emploi pour les professionnels. Et du coup, en fait, ce qu'on amène à chaque fois, c'est de dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir aussi des outils pour les familles? Et du coup, c'est juste pour prolonger, hein, même si le référentiel est très bien. Je me dis que ce serait intéressant qu'il y ait des échanges de pratiques entre DPF sur justement pour atteindre ces objectifs de soutien à la parentalité, de travailler le budget, de travailler un certain nombre de choses avec les parents, de quels outils on les dote. Parce que je pense, et ça fait lien avec ta question de la psychologisation que tu as nommée, tu as égratigné cette question de la psychologisation au début de ton intervention, les parents apprécient toujours qu'on ait des outils extrêmement concrets. Des jeux de cartes, des supports visuels, je vois quelques collègues qui opinent là du chef. Je pense qu'on est très très démunis là-dessus. Les Québécois, je pense à Claire Chamberlain, beaucoup plus équipés là-dessus pour permettre que les parents se représentent ce qu'on attend d'eux, ce qui est quand même assez compliqué, ce qu'on attend d'eux pour des parents qui sont un peu paumés. Je pense à cette phrase qu'ont Karl Lacharité et Jean-Pierre Gagné dans leur bouquin, qui est pour moi une des références sur le développement du pouvoir d'agir des parents en 2009. Ils disent « Notre travail, finalement, c'est de soutenir l'établissement conceptuel et éthique des parents. » C'est-à-dire que les parents, en gros, conceptuels, c'est-à-dire que les parents puissent concevoir, et éthique aussi, donc qu'est-ce qu'ils ont à faire qui serait bien pour l'enfant, mais déjà concevoir, c'est quoi les besoins de l'enfant, pourquoi on me demande ça, pourquoi c'est à moi plutôt qu'à un autre de le faire, pourquoi ça, c'est du domaine du faisable et du pas faisable. Et l'outillage des parents,
pas, je l'ai vu, moi, je repense à des recherches-actions sur le PPE, les parents ont vraiment apprécié d'avoir plein de petits documents très illustrés. Et on est vraiment en déficit en France là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour outiller aussi, parce qu'ils apprécient beaucoup. En famille, on peut discuter à partir de jeux de cartes, de visualisation. Voilà, donc c'était une première réponse. Alors, je te remercie beaucoup parce que, effectivement, enfin, je pense que les délégués, vous avez tous des outils. Et enfin, déjà, la question de l'argent, je veux dire, la première rencontre, c'est vrai que, enfin, là où je travaillais, il y a déjà un outil qui est transmis, enfin, qui travaille avec les parents, mais les parents, ils tiennent un livre de compte, si je puis dire. Enfin, en tout cas, ils essaient de remplir, enfin, c'est pas qu'ils essaient, ils le font. Bah oui, bah tiens, je me questionne, où passe mon argent? Bah, il passe, voilà. C'est-à-dire qu'il y a déjà un état des lieux avec eux. Et je pense que vous avez évidemment des outils. Enfin, moi, on a aussi des jeux de cartes pour des parents plus, j'allais dire, possédant moins la langue française, voilà. Et je suis ravie que tu me le dises parce que du coup, je pense que c'est vrai que ça manque. Il existe, chaque service de DPF a des outils qui sont transmis aux familles ou qu'elles nous apportent, où elles nous disent. Moi, par exemple, j'avais une dame qui ne savait ni lire, enfin très peu lire et écrire, vraiment qui était très éloignée, j'allais dire, de notre monde de la lecture et de l'écriture. Et alors elle découpait tous les logos des factures qu'elle recevait, donc EDF, voilà. Elle les collait dans un cahier, elle reportait gentiment la somme, et elle venait avec ça pour nous dire ce qu'elle avait payé. Et donc ils ont des outils, on a des outils qu'on leur propose, que des fois elles transforment, mais c'est vrai que du coup on ne l'a pas mis dans notre référentiel. Et je trouve que c'est une remarque très intéressante à développer. Ça fait lien avec cette question de la psychologisation, qui est un des points aveugles, alors globalement du travail social, mais spécifiquement quand même de la protection de l'enfance, qui a été quand même montré depuis très longtemps, qui est un vrai piège dans lequel il ne faut pas qu'on rentre. Hein. Je pense Jacques Donzelot, dès 1977, donc ça fait un petit bail, ouais. Certains n'étaient pas nés ici, Jacques Donzelot dénonce déjà cette vision un petit peu dans un bouquin qui s'appelle « La police des familles », en disant on resserre finalement, on fait disparaître, c'est le début de l'effacement de la question sociale finalement, au profit des responsabilités individuelles, qui fait le jeu finalement d'un système plutôt néolibéral, hein, et malheureusement, par le biais de l'approche psychologique, on est rentré dans ce jeu-là en faisant disparaître petit à petit un certain nombre de questions très concrètes, très sociales. J'en donnerai juste un exemple. Alors, il y a eu les travaux de la commission parentalité, hein, les enjeux de la parentalité, la commission Ouzel, il y a 20 ans, 1999. Catherine Selnay, qui en faisait partie, regrette dans la parentalité décryptée, dès 2008, le fait d'avoir trop psychologisé. Elle dit on a fabriqué un concept qui nous a échappé d'une certaine façon et qui remet la question de la condition parentale. C'est pour ça qu'on est plusieurs, Frédéric Jésus par exemple, le pédopsychiatre, ou moi-même, on utilise la notion de condition parentale parce que ça nous met, comme pour lutter sur la condition féminine, on n'a pas parlé des femmes mais de la condition des femmes, la condition ouvrière. Donc, quelle est la condition parentale? Et juste un exemple, j'arrête parce que je vois Madame Souda, sinon... Non, ah bon, d'accord. Vous assumez tellement bien votre rôle que j'ai peur d'être... Je me dis, elle va me couper le micro. Non. Juste, je donne un petit exemple qui atteste de ça, qui est quand même assez illustratif. En 2014, l'AMRI Rhône-Alpes, Mission régionale d'information sur l'exclusion, Rhône-Alpes, fait une étude dans 3 départements de sa région. Je crois qu'il y avait la Haute-Savoie, l'Isère et la Savoie. Non, la Haute-Savoie, la Loire et l'Isère, je crois. Enfin, on peut la retrouver sur le site de l'AMRI, 2014. Donc, ils étudient 200 dossiers dans 3 départements, 200 dossiers de protection de l'enfance, pour voir de quoi on dispose matériellement. Bon, là, Catherine Selnay l'avait déjà, dès les années 99, elle écrivait sur le fait qu'il y a des dossiers qui sont entièrement consacrés à la symptomatologie des parents, ouais. Finalement, et à très peu de choses. Je vous donne juste quelques éléments qui sont dans des questions très factuelles qu'ont posées les collègues de l'AMRI, qui ont analysé les dossiers. Voilà, deuxième page, je ne vais pas tout vous donner. Si les parents sont séparés, est-ce que l'autre parent verse une pension alimentaire? Voilà, ils ont posé 60 questions comme ça sur chaque dossier. Et ils disent 78% des situations de parents séparés, il n'est pas possible de savoir si celui qui n'a pas la garde verse une pension alimentaire. Voilà, donc voilà. D'autres revenus principaux dus ou des parents.
45% des dossiers ne donnent aucune indication sur le type de revenu du parent qui a la garde. Donc on voit que là, du coup, on va s'attaquer à la question de la parentalité sans avoir le nerf de la guerre, qui est quand même la possibilité de payer le loyer, d'acheter des fournitures, etc., des écrans plats et toutes ces sortes de choses. Et montant des revenus, voilà, donc il y en a 60, je vous en fais que 3. 72% des dossiers ne donnent aucune indication sur le montant des revenus du parent qui a la garde. C'est presque, on en tombe des nues de cette réduction à la question uniquement psychologique de la parentalité, comme si la parentalité n'était pas un attribut qui se fait avec des choses concrètes, manger, dormir, s'habiller, etc. Et comme si c'était moins noble. Il y aurait un travail à faire de réflexion là-dessus, sur pourquoi l'aristocratie du travail social s'est émancipée de ces questions bassement matérielles. Mais il faut vraiment balayer à cet endroit-là. Je trouve que la MJA-GBF devrait permettre de le faire. Oui, bah, juste pour corroborer, mais en 15 secondes, j'ai mené une enquête, moi, dans les années 80, donc vous voyez, très longtemps, sur la question de la maltraitance à enfants. Voilà. Et dans les 300 dossiers qu'on a épluchés, on n'avait jamais la catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas. On ne sait pas si les gens travaillent. Non. Dans la plupart des cas. Ça n'intéresse pas. Et j'étais en AEMO à l'époque. Donc, je veux dire, ça n'intéresse pas. Voilà. C'est ça, ça n'intéresse pas. C'est pour corroborer.